Alors, bonjour tout le monde, ou bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous écoutez. Aujourd'hui, je suis très très content. J'accueille notre championne nationale JNJL première édition, notre docteur espagnol. C'est ça, non? En fait, je l'appelle comme ça depuis que je l'ai vu avec le roi d'Espagne. Docteur Mariama Abougado. Et je pense que vous la connaissez, je n'ai pas à la présenter. Elle est plus connue que le pain, comme on dit. Et c'est une très bonne amie, donc je me moque très souvent d'elle, mais de façon positive, je pense, comme elle ne mord pas surtout, donc je peux me permettre cela. Et aujourd'hui, je suis avec elle, on va parler de médecine, de santé mentale, de santé de façon générale, et de deux, trois choses qui peuvent être intéressantes à discuter. Mariam, bonsoir. Bonsoir Ahmed, Tu vas bien? je vais très bien. Tu as l'argent, apparemment. Je cherche l'argent. Ok. Alors, rapidement, première question que j'ai pour toi. Je me rappelle, bon, la question c'est pourquoi tu as disparu. Maintenant, je précise la question, c'est que pendant un temps, tu étais très présent sur les réseaux sociaux, et après un temps, tu as fait blackout. Du Ouais. coup, je sais pas, tu es devenu agent secret ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Non, pas du tout. En fait, je n'aime pas quand on dit que j'ai disparu parce que j'ai pas disparu. Tous ceux qui me cherchent me trouvent. La preuve, tu Mhm. m'as trouvé. Non, en réalité, j'ai décidé de quitter les réseaux sociaux pour plusieurs raisons. Mhm. C'est vrai qu'à un moment, ça m'a apporté ce que ça m'a apporté, j'ai apporté ce que j'ai apporté, mais j'ai pris la décision de partir de tous les réseaux sociaux à part LinkedIn en mars 2023. Donc là, je suis dans ma deuxième année sans réseaux sociaux. Hmm. Comment tu as fait? Donc du coup, j'ai juste supprimé les comptes. J'ai supprimé les comptes et toutes mes pages. Et tu sais, Facebook, Twitter, tous les réseaux sociaux te proposent un mois Hmm. avant de supprimer complètement. Définitivement. Voilà, ils te disent, ah, nous vous laissons Un mois 30 pour jours réfléchir. au cas où vous voulez récupérer votre compte. Mais Hmm. l'envie ne m'en a même pas pris. Quand je me suis libérée des réseaux sociaux, je te jure, je me suis sentie très légère. Hmm. Parce que au fil du temps, je me suis rendu compte que c'est un monde un peu toxique. Un peu toxique. C'est vrai qu'il y en a certains qui s'en sortent là-dessus, mais vraiment, j'ai trouvé que c'est toxique. Au bout d'un moment, j'en avais marre des clashs, j'en avais marre, et j'ai fait un cheminement spirituel qui m'a poussé à faire ça. Parce Hmm. que tu le veuilles ou pas, en étant sur les réseaux sociaux, tu vas te mêler de la vie d'autrui. Hmm. C'est-à-dire, souvent, tu es là, tu n'as même pas vu une certaine histoire. Tu es là, ah, tu as vu un tel et un tel qui se sont clashés et ça part de là. Mais aujourd'hui, je dis, je n'ai pas vu, ça s'arrête là. Donc, du coup, ça m'a vraiment aidé. J'ai compris que les gens ne sont pas aussi dans la construction. Hmm. C'est-à-dire, c'est les futilités, c'est la comédie, c'est vraiment comment on appelle ça, le folklore qui prend le dessus sur les réseaux sociaux. Et moi, je ne Hmm. faisais pas de folklore. Pour ceux Oui. qui me suivent sur ma page, j'étais là pour inspirer, motiver. C'est vrai, même si j'ai inspiré une personne, j'ai réussi. Et je suis sûre que j'en ai inspiré beaucoup. La modestie t'a pas Mais, quitté en deux ans, hein? mais après, je me suis rendu compte que malgré tout ça, tu n'arrives, par rapport à ta personne et ta spiritualité, tu n'avances pas réellement. C'est vrai qu'on te propose des contenus de développement personnel, qu'on te propose des contenus religieux, etc. Mais quand j'ai fait la marche entre ça et ce que je regarde de futile et le temps que je perds sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte que honnêtement, je n'ai rien à perdre à quitter les réseaux sociaux. Et là, je me porte encore mieux. Quand j'ai envie de regarder une émission de développement personnel, il me suffit d'aller sur YouTube, je tape sur mon ordinateur, je n'ai même plus YouTube sur mon téléphone. Sur mon Hmm. ordinateur, je tape l'émission que je veux regarder, je regarde et mon algorithme s'est habitué à ça. Donc, on ne me propose que des trucs comme ça. Hmm. Côté spirituel également, je regarde, etc. Donc, mon algorithme s'est habitué. Du coup, je me sens complètement bien. Ok. Donc, en gros, tu as quitté la FADA, qui Honnêtement, est Facebook. j'ai préféré. C'est vrai ce que tu dis parce que une fois je parlais avec quelqu'un et il me disait justement qu'il ne me voit pas me prononcer par rapport au sujet d'actualité sur Facebook. Je dis parce que bon, je suis pas là pour ça. Et je pense si tout le monde doit parler de tout ce qui se passe, Tout à fait. c'est un peu on perd notre temps. Je Tout à fait. m'efforce juste de parler des sujets les plus cruciaux de l'histoire de l'humanité qui concernent un peu notre pays, le Niger. Et après ça, parler de ceci ou de cela, bon, c'est en gros une perte de temps. Et je comprends très bien parce que très souvent aussi, il m'arrive de faire 2, 3 jours sans publier.
l'envie ne me prend plus de publier comme avant et le fait que les gens sont toujours en train de parler les choses, ça parle partout, sur tous les sens, le buzz, le folklore, ça fait que souvent ça ne donne pas vraiment envie. Mais après aussi, moi je te pose la question après bien sûr, moi ce qui me maintient là-bas, c'est que je me dis que c'est un espace et comme chaque espace, s'il n'est pas rempli, bon il va être rempli, c'est sûr. Maintenant, s'il n'est pas rempli par ce qui est inspirant, par ce qui est éducatif, comme ce que tu faisais, c'est que c'est ce qui est média qui va le remplir. C'est le folklore, l'abrutissement mental qui va le remplir. Et étant donné que beaucoup de nos frères et sœurs sont sur ce terrain-là, forcément, je me dis que si on laisse tous le réseau, quand je dis on, je parle surtout des gens qui décident de faire du contenu utile, comme dit Abdraman Amadou. Si on laisse cet espace, c'est comme si c'est un champ et on laisse les gens uniquement en proie à l'abrutissement mental. Donc, comme dit Abdraman, la médiocrité grandit parce que ceux qui sont bons ne parlent pas assez. Donc, moi, c'est ce que je prends pour me convaincre de continuer à partager. Est-ce que tu n'as pas l'impression est-ce que tu as l'impression que tu as réduit ton impact ou tu as réduit un peu ton champ d'action en faisant ça? En fait, ce que tu dis m'a maintenu pendant longtemps sur les réseaux sociaux. C'est ce qui a fait même que j'animais vraiment mon blog. Parce que je me disais, même si j'inspire ou je motive ou je change le comportement d'une seule personne, c'est suffisant. J'ai déjà gagné. Parce qu'une personne, c'est une famille c'est une communauté. Après, voilà, il y a un impact qui est là. Donc, pendant longtemps, ça m'a maintenu sur les réseaux sociaux. Longtemps, c'est combien d'années comme ça? Je crois que je suis sur les réseaux sociaux depuis 2012, hein. Ouais. 2012. 2012, ouais. En gros, tu as fait 10 ans. Ouais, j'ai commencé en 2012, ouais, tout à fait. Mais j'ai réellement commencé à créer du contenu impactant, utile, motivant, inspirant en 2017. Parce que je te voyais pas faire ça au lycée. Ouais, donc je suis restée, 6 ans. Ouais. 6 ans active et ça demande du temps, ça demande de l'investissement et moi j'étudiais en même temps la médecine. Surtout la médecine. Et tout, donc je faisais beaucoup de choses en parallèle. Ouais, on va venir sur ça. Donc ça m'a demandé beaucoup de temps. Pendant longtemps ça m'a maintenu. Mais en réalité, je comprends quand on dit que quand on n'anime pas l'espace, d'autres choses vont venir le remplir, notamment les futilités. Mais je me dis que l'impact est possible partout. Ceux qui ont décidé d'être sur les réseaux sociaux, de continuer à être sur les réseaux sociaux, auront leur impact. Et ce que je fais aujourd'hui, parce que j'ai transitionné vers une autre méthode de travail qui est, en fait, le terrain, je travaille actuellement plus sur le terrain. Et le terrain m'a offert un rapprochement avec l'humain que les réseaux sociaux ne m'ont pas offert. Et quand j'ai fait vraiment quand j'ai quitté les réseaux, que j'ai plongé dedans, j'ai compris qu'en réalité, le vrai impact, l'impact durable se trouve là-bas. Sur le terrain. Sur le terrain. Oui. Parce que tu as beau parler sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, quelqu'un va regarder 5 minutes de Ahmed Bari, il va regarder 30 minutes de autre chose. Et tu sais, le cerveau, il y a beaucoup d'études neurologiques sur tout ça. Le cerveau, en fonction de ce que tu regardes le plus, tu ne t'en rends pas compte, mais... C'est ça qui paramètre ta personne. C'est ça qui paramètre ta personne. Du coup, honnêtement, je pense que ceux qui sont sur les réseaux et qui ont leur impact, chapeau. Je l'ai fait pendant longtemps et je sais que ça marche. Mais ceux qui font aussi d'autres choses à côté, qui vont sur le terrain, ils ont aussi leur impact qu'on ne peut pas leur enlever. Et je pense personnellement que cet impact est plus grand que l'impact que l'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Oui. Pour avoir fait les deux. Oui. Pour avoir été sur les deux champs. Oui. Et ça, je peux confirmer parce que mon quotidien fait que je fais plus de terrain que des réseaux. C'est vrai que les gens me connaissent sur les réseaux, mais les formations que je fais, bon, je pense que tu connais, on se connaît. J'ai fait Master Your Power, donc tu connais. Une seule journée. Donc je connais. Et à part je fais Master Your Power tous les jours avec toi, donc tu as fait une seule journée de Master Your Power. J'ai le privilège d'être ton ami, donc j'ai pas besoin de faire Master Your Power. J'ai déjà mon coaching personnel. Ce que je vois, c'est qu'au moins en 6 ans, tu as débloqué beaucoup de choses, sauf la modestie. Ça, par contre, je ne sais pas encore. Moi, je suis très modeste. Je ne sais pas comment tu gères modeste, ça. Tout le monde le sait. C'est parce que toi, tu es mon ami, tu veux me mettre dans les problèmes. Ok. Donc, je disais, les formations que je fais depuis 2019, je pense qu'on se connaît depuis 2019, justement. Depuis JNGL, oui. Depuis JNGL. Et là, ça fait quoi? Plus de 4500 personnes vues en live. La moitié de mes abonnés. Donc,
c'est vrai que le terrain, il est beaucoup plus puissant et tout ça. Maintenant, qu'en est-il des gens que tu ne verras jamais sur le terrain? Mhm. Est-ce que, parce que c'est aussi une partie de moi une partie de la chose qui me maintient. Par exemple, j'ai des abonnés guinéens qui me contactent souvent, des gens sur d'autres pays. Maintenant, bon, j'espère les voir un jour. J'espère vraiment les voir un jour, mais il y a des gens que je verrai peut-être jamais dans la vraie vie. Donc moi, c'est souvent aussi pour ça que je continue à faire ce que je fais. Maintenant, quand tu dis que le terrain t'a donné un rapport à l'humain qui est énorme, est-ce que tu as une anecdote comme ça que tu peux nous raconter rapidement? Pas vraiment d'anecdote spécifique, mais globalement, en fait, tu sais, quand tu es derrière un écran, on te pose des questions, tu n'as pas le visage de la personne en face. Donc, tu ne sais pas, honnêtement, si la personne, tu n'as pas les émotions de la personne. Yeah. Mais quand tu es en présentiel devant quelqu'un, pour moi qui suis médecin, il y a cet humanisme-là qui me connecte à toi. Ouais. C'est-à-dire que même ce que tu ne dis pas verbalement, Ouais, ça se voit. en regardant l'expression de ton visage, je sais, par exemple, tu as posé une question, l'expression de ton visage, je sais que la question n'est pas complète. Et je veux par exemple te dire, tu veux peut-être dire ça, ou bien tu veux peut-être demander telle chose. Donc, quand tu ajustes, en regardant même, voilà, c'était même, effectivement, la personne te fait ça, avec sa tête, elle hoche la tête. Du coup, tu sais que tu as touché le bon point. Donc, il y a vraiment un rapport à l'émotionnel qui est plus grand que sur les réseaux sociaux. J'ai fait beaucoup de blogging, j'ai reçu beaucoup de questions d'histoire, etc. Mais ce que je vois sur le terrain actuellement, en fait, c'est magique. Je te jure, c'est magique. Comme dit Toufane. Tu es connecté avec les gens, vous passez un moment ensemble. Et après, c'est vrai que vous vous séparez, mais vous n'oubliez pas ce moment que vous avez eu ensemble. C'est comme si vous avez échangé, bon, je tiens le langage assez manga, tu n'es pas le manga. C'est comme si vous avez échangé une partie de vos âmes. En tout cas, c'est exceptionnel. Okay. Au début, tu avais dit surtout, et j'étais d'accord, que le RS, c'est un espace assez toxique. Maintenant, comment tu as vécu cette toxicité? Parce que on sait que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est l'un des facteurs les plus déterminants pour la dépression des adolescents et des jeunes. Le stress chronique et tout ça. Dans ton cas, déjà, est-ce que tu as vécu l'expérience d'un stress ou d'une dépression, ou peu importe un état émotionnel quelconque lié aux réseaux sociaux? Et si c'est le cas, comment tu t'en es sorti d'abord? Avant qu'on ne parle de ce que tu vois, est-ce que toi, tu as vécu ça? Non, moi, personnellement, je n'ai pas vécu de toxicité. Et je dis souvent, peut-être c'est la ligne de conduite que j'ai mis sur les réseaux sociaux qui a fait ça. Et quand j'ai commencé en 2012 sur les réseaux sociaux, j'étais principalement sur les réseaux sociaux pour une seule chose. Les likes. Peut-être que toi, tu connais. Non, pas les likes. Peut-être que toi, comme tu me connais, tu sais que je suis très fan de Sami Youssouf, le chanteur. Oui. C'était la seule personne qui m'a envoyé sur les réseaux sociaux. J'étais sur Facebook, Twitter, c'était juste pour suivre son actualité. Tellement j'étais fan. Donc, du coup, je n'avais un cercle d'amis que les fans de Sami Youssouf. Du coup, nous, c'est voilà, aujourd'hui, il est président du club? Non. Aujourd'hui, il est à Paris, on sait qu'il est à Paris. Aujourd'hui, il est à Londres, on commande ses publications, on participe à ses lives, etc. Donc, toute cette période que j'ai fait de 2012 à 2017, je n'avais que ce cercle-là. Et j'étais beaucoup axée aussi sur la religion. D'ailleurs, quand j'ai commencé Facebook, je n'avais pas de photo de profil parce que je jugeais que ça allait attirer les regards, etc. Et que les gens allaient tomber dans mon inbox et tout. Je voulais pas avoir parce que malheureusement, ce qu'il faut dire aussi, il y a une majorité d'hommes qui est là, dès qu'ils voient une jolie photo, ça va, comment tu vas, etc. Il y en a qui ont eu des démarrages dedans. Donc... Oui, c'est vrai, il y a eu de belles histoires qui sont nées dedans. Mais la plupart du temps, on te harcèle pour rien. Donc ça, j'étais sur Facebook pendant à peu près 5 ans comme ça, vraiment en fantôme. Il y avait des gens qui discutaient avec moi, mais qui ne savaient pas à quoi je ressemblais. On discutait de religion, on discutait de Sami Youssouf et tout, donc j'étais bien. Maintenant, en 2017, j'ai commencé mon activisme. Et c'est là que j'ai commencé à partager mes images, quand je faisais mes activités. C'est là que les coucou bébés ont commencé. Non, malheureusement, les coucou bébés n'ont pas commencé, ou bien heureusement, les coucou bébés n'ont pas commencé. Je recevais plutôt des messages d'encouragement, de soutien. Je pense qu'il y a une ligne de conduite que j'ai tenue qui a fait que les gens ne peuvent pas se permettre de me parler de certaines choses. Ils avaient peur. J'étais focus sur travail. Toi, tu sais, tu as suivi ma page. Travail, activité et tout. Et même quand je demandais des commentaires et tout, je disais, si vous avez des questions,
Après un article, si vous avez des questions, contactez-moi et tout. C'est pour ça que les gens me contactaient. Et même si les gens avaient des idées derrière, ils ne pouvaient pas le dire directement. Peut-être c'était, je t'encourage, je te félicite et tout. Et puis de la façon dont moi je réponds, toi-même tu comprends que il n'y a pas de chemin par là. Donc tout ça, j'ai pas vécu ça. Mais je sais et j'ai vu beaucoup de femmes, pas que des femmes même, beaucoup de jeunes vivre des situations très toxiques, notamment le harcèlement. Et à côté de ça, il y a quelque chose dont on ne parle pas. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de matu-vie. Il n'y a que ça. Il y a beaucoup, majoritairement, exactement, de matu-vie. Moi, j'ai fait ça, moi, je suis ça, regardez mes vêtements, regardez ma voiture. Tout le monde a réussi. Tout le monde a réussi. Toi. Et ça, exactement, c'est une charge mentale sur les jeunes. Tu te dis, mais tout le monde a réussi. Moi, je fais quoi de ma vie et tout. Alors que ce que tu ne sais pas, ce que les gens t'ont montré là, peut-être c'est 0,0% de ceux qui sont en train de faire dans leur vie. Il y a des événements et des choses que les gens sont aptes à grandir de telle sorte que tu penses qu'ils sont les personnes les plus importantes au monde. Alors que quand tu vas aller toi-même faire tes recherches sur cette chose-là, tu vas te rendre compte en réalité, c'est du minime. C'est juste qu'on l'a grandi, on l'a rendu beau, les gens ne vont jamais montrer ce qui ne va pas dans leur vie. Ils vont toujours montrer ce qui va bien. Donc, du coup, il faut te dire que je suis pas en retard, j'avance à mon rythme. Donc, ça aussi, c'est un côté toxique. Oui. Tu parlais de santé mentale tout à l'heure, peut-être on va y en arriver. Ça impacte beaucoup la santé mentale. Tu as des gens qui dépriment, tout ça. Après, il y a eu une vague de clash entre différentes personnes, etc. et tout. Donc, tout ça, quand j'ai fait la somme, j'ai dit, Mariam, c'est le moment de prendre du recul. T'es clic et t'es claques. C'est le moment de sortir. Si un jour l'envie te reprend de revenir, c'est un réseau social, tu peux toujours. La porte est ouverte. La porte est toujours ouverte. Je pense pas que Marc dirait, bon, Mariam Abdou-Gado, vous avez fait 2 ans sans venir. Donc, du coup, on ne veut plus de vous. Donc, vraiment, j'ai pas personnellement vécu de choses toxiques, mais le fait de le voir, tout ça, ça m'impactait parce que je me disais, beaucoup de personnes vivent ces choses, beaucoup de personnes se font clasher, tu as des gens qui se mettent en groupe pour venir s'attaquer à une seule personne et toi tu es témoin. Moi je me dis en tant que musulmane, si je ne peux pas défendre ou faire quelque chose, je préfère ne pas être au courant parce que ça m'impacte psychologiquement, une responsabilité morale qui est sur moi. Je me dis si je ne peux rien faire, autant je ne suis pas au courant. Ou bien des fois tu es là, il y a des discussions, tu as vu un tel qui a clashé, toi qu'est-ce que tu en penses? Je dis je n'ai pas vu. Je ne me prononce pas. Ça me rappelle une discussion avec mon père. Un jour, il a dit, des fois, Anda, ça veut dire, toi, tout, tu ne sais pas. Parce que je ne sais pas, c'est l'une de mes réponses préférées. Quand on te dit, est-ce que je ne sais pas? Est-ce que tu as vu? Je ne sais pas. Tu sais, je ne sais pas. Et jusqu'à un temps, ça l'a frustré en mode, mais attends, tout ce qu'on te demande, tu ne sais pas. J'ai dit, mais papa, si je ne sais pas, quand je te dis quoi, je ne vais pas inventer. Et quand tu parles de clash, moi, je suis bien placé pour savoir de quoi tu parles parce que je l'ai vécu au moins 6-7 fois, plusieurs fois sur les réseaux. Et justement, cette question de matu-vie, c'est une des choses que j'ai fait de mon mieux pour combattre parce que je m'assurais que sur ma page, tu vois, nous les coachs, on est facilement admirés. Tout à fait. Parce que quand quelqu'un a un souci, le fait qu'on l'aide fait que les gens pensent qu'on est souvent des superman. Parfait. Voilà. Donc, ce qui fait que souvent, je prends plaisir à partager mes moments de doute, mes moments de dépression, je l'ai passé plusieurs fois. Et ça fait que les gens souvent, ce que tu dis, c'est encore bizarre parce que les gens commentent qui disent, un coach dépressif. Je dis, mais attendez, genre, vous voulez quoi finalement? Tu vois. Parce que quand tu montres que tout va bien, on dit que tu fais le parfait. Maintenant, si toi tu veux te montrer authentique, tu veux juste te montrer tel que tu es, avec tes failles, là encore c'est un problème que nous, un coach doit être parfait. Limite, c'est comme si on blâme un médecin de tomber malade. Bon, je le fais souvent, il m'arrive de moquer des gens. Il dit, comment ça toi, tu es médecin, tu tombes malade, ça n'a pas de sens. Tu vois un peu, c'est des préjugés et le fait que les gens se disent, oui, moi je suis en retard. Regarde Mariam à tel âge, surtout en 2019 quand tu es notre championne, tu vois, on met Mariam sur les affiches, elle a prêté serment devant la première dame. Et voilà, donc c'est la championne, donc les gens disent, Mariam, elle a réussi. Et moi, j'ai son âge, je ne suis même plus âgé qu'elle, voilà. Et ça fait que ça crée une comparaison constante. Ce qui fait qu'en fait, c'est même pas exprès. Parce que le cerveau, il est automatique. Dès que je vois quelqu'un qui a quelque chose, naturellement, ça crée en moi une question. Et moi? Et moi, je suis où par rapport à ça? Est-ce que j'ai mieux? Est-ce que j'ai pas mieux? Et ça fait que les gens se créent souvent une pression de vouloir
réussir vite ou faire les choses vite, ou eux aussi attendent le 31 du mois, ils ont le salaire, ils vont à Mexico ou quelque part, ils prennent 2 brochettes, 3 brochettes, ils font la photo avec Snap là, ils postent. Et ça ouvre une parenthèse parce qu'une fois j'ai discuté avec un ami, tu me diras ce que tu en penses. En tant que femme, justement, j'adore ce concept-là, ce contexte autant pour moi. Je lui ai dit, ne prends pas trop au sérieux une fille qui fait trop snap. Je sais pas ce que tu en penses. Avant que je ne développe pourquoi j'ai dit ça, Oui, qu'est-ce oui. que tu en penses? En fait, je n'ai jamais compris comment fonctionne Snap, Ahmed. Quelqu'un nous dirait. Je te jure. Et pourtant, tu as bien un jeune. J'avais Snap à une époque. Je prenais, tu vois, j'utilisais les filtres, je faisais mes photos et j'enregistrais, mais j'ai jamais compris. Flamme, De story, machin. Souvent, je voyais que un tel m'a ajouté ou m'a suivi. Moi, je comprenais pas. Je disais, mais moi, je suis là pour faire mes photos et mes vidéos. Donc, j'ai jamais compris comment marche Snap. Donc, je ne sais pas ce qui s'y passe réellement. Mais de ce que je sais, c'est que c'est beaucoup les influenceurs. C'est beaucoup les influenceurs qui utilisent. Bon, je sais pas ici à Niamey, mais en tout cas, Ailleurs. sur le plan mondial, c'est beaucoup les influenceurs. Souvent, tu vois sur leur page, ils disent, ah, je vous raconte tout ça sur ma story Snap et tout. Donc, ils font des stories pour raconter leur story time, tout ça. Donc, du coup, je sais pas, honnêtement. Oui. En fait, bon, j'avais dit ça lorsque je me suis rendu compte de ce que tu as dit. Parce que tu dis, lorsque les gens mettent leurs photos sur Facebook, ils ont une vague de gars qui ne font rien de leur journée. Je préfère dire ça comme ça. Qui se pointent dans leur inbox. Et ça fait que ça m'a rappelé une histoire que j'ai entendue. Moi, je l'avais entendue sur TikTok avant que je désinstalle ça. Parce que ça aussi, un temps, c'était hyper toxique. J'ai dit, hey, ça, là, vu la tendance. J'ai aussi désinstallé TikTok. Vu la tendance, je vais désinstaller. Et donc, c'était une dame qui en dit que, genre, sur son profil Facebook, il n'y a pas de photo d'elle seule. C'est toujours soit elle avec son mari, soit elle avec ses enfants, soit elle, il n'y a pas de photo elle seule. Et encore moins quand elle sort, quand ils sortent en famille. Et ça fait que souvent, par exemple, dans notre contexte de Niamey, si Issa invite Ferdos à sortir et qu'ils vont au resto, ce qui se passe, c'est qu'elle va se filmer elle seule et envoyer sur Snap. Alors que c'est lui qui l'a invité. Tu vois? Maintenant, la dame dont je parle, on demande pourquoi elle, on ne la voit jamais seule sur son profil. Elle dit pour 2 raisons. D'abord, elle n'est pas sortie seule. Donc, elle voit en ça un manque de respect de se poster seule alors qu'elle a été invitée par son mari ou avec ses amis ou ses enfants, peu importe. Elle dit, et 2, dès qu'elle poste une photo d'elle seule, 100 gars vont se pointer en commentaire, tu es jolie, tu es magnifique. Elle va recevoir une horde d'attention, une vague d'attention qu'elle n'a pas demandé et qui est tellement énorme que peu importe ce que son mari fait, il ne pourra pas compétir avec ça. Parce que même Dangote, surtout Dangote qui est très occupé, je pense pas qu'il y ait un homme qui peut donner autant d'attention à une femme qu'un groupe de 100 personnes, de 100 hommes. Je ne pense pas. Tu peux pas donner plus d'attention à une femme que 100 hommes qui sont sur ça. Donc, ce qui fait que lorsque elle dit que quand elle s'expose seule, quand elle met sa photo seule, elle met son mari dans un combat qu'il va perdre. Parce qu'il ne pourra pas matcher le niveau d'attention qu'elle va recevoir de ces hommes-là sur Insta, sur Snap, sur TikTok. Ce qui fait que si tu mets une photo en story sur Snap et que tu reçois 100 commentaires, ça fait que forcément les gens se retrouvent. Bon, ce qu'il dit c'est de façon générale, hein, il y a des cas spécifiques bien sûr. Ça fait que quelqu'un peut se trouver dans une relation elle est avec un homme, mais l'attention qu'elle reçoit le plus c'est de ce côté, ce qui fait qu'elle va être plus attachée à l'attention qu'elle reçoit de ce groupe-là que ce qu'elle reçoit de cette personne-là. Est-ce que tu as vu des cas comme ça où un réseau social quelconque a créé des complications dans une relation? On entend beaucoup, mais est-ce que tu as vu de tes yeux dans des proches ou des proches, quelque chose comme ça? Bon, moi, je pense que ça fait partie de toute une question de moralité, hein, Ahmed. Tout est une question de moralité. Pour avoir été personne publique, pas personnalité, personne publique sur les réseaux sociaux, je sais que tout part de ta moralité et de la ligne directrice que tu instaures. Justement. Comme tu as un certain comportement et tout le monde sait dans quelle direction tu vas, les gens ne peuvent pas, ils ne sont pas tentés de faire certaines choses. Moi, pendant plus de 6 ans, j'ai pas eu d'harcèlement relationnel, tout ça. Pendant plus de 6 ans. Mais je pense, toi, c'est parce que c'est clair que Maria est là pour ça. Exactement.
Tu es là pour ça. Et puis aussi, ça dépend de comment tu vends ta personne, ton physique. Qu'on le veuille ou pas. Malheureusement, nous sommes dans une société, je dis pas que c'est correct, nous sommes dans une société où on assimile ta moralité, surtout quand tu es femme, à la façon dont tu t'habilles. Même si souvent c'est pas le cas. Oui. Donc, dès qu'il y a les gens voient une certaine, les hommes voient une certaine présentation physique, ils se disent là, on peut aller. On peut se permettre de glisser dans le DM. D'envoyer on peut même envoyer un nude. Tu vois, ils tentent beaucoup de choses. Mais je n'exclus pas le fait que même quand tu es catégorique, tu as il y a toujours des cons dans la planète. Il y a toujours quelqu'un qui va essayer. Et mais je me dis vraiment, c'est une question de moralité. J'ai vu une story time comme ça sur YouTube d'un influenceur français qui avait vécu une histoire comme ça, qui s'était marié à une femme qu'il croyait, voilà, comme ils disent, une chère sœur et tout. Mais il s'est rendu compte que dans la suite de leur relation, il s'est rendu compte que c'était malheureusement pas le cas. Elle discutait avec beaucoup d'hommes. Elle avait même des relations intimes avec d'autres hommes. C'est Abou? Abou. Voilà. Merci. Il y a une histoire de Abou. J'ai commencé à chercher le Il y a une histoire de Abou. Et je sais qu'il y a beaucoup de couples aussi qui sont tombés à cause des réseaux sociaux. Oui, je n'ai pas d'exemple concret, ici, mais je sais que ça existe. Mais c'est pour ça que du coup, je dis c'est une question de moralité. Exactement. Quand tu es personne publique ou quand tu décides d'occuper l'espace, les réseaux sociaux, il faut, homme ou femme, parce que même les hommes sont harcelés, il faut t'imposer. Et surtout, si tu as quelqu'un qui partage ta vie, il faut être transparent. Déjà, c'est quelqu'un qui est censé savoir ce que tu fais. Tu vas pas aujourd'hui, je vais pas venir discuter avec Ahmed Bari, celui avec qui je partage ma vie, ne sait pas que je suis là en train de discuter avec Ahmed Bari. Je vais me lever, je vais poster une photo avec Ahmed. Il va dire, tu étais où? J'ai pas su. J'ai pas su. Et après, tu vas t'offusquer. Pourquoi tu veux contrôler? Il y a une responsabilité. De la même façon que tu veux qu'il te dise tout ce qu'il fait, toi aussi tu partages tout ce que tu fais. Et même si tu reçois 100 messages, je te jure que si tu as une bonne moralité, que tu sais que tu t'es engagé avec cette personne. Moi, je dis toujours le côté spirituel. La religion. Si tu sais que tu t'es engagé avec, tu t'es marié, c'est un engagement religieux. C'est un engagement devant Dieu. Même chez les chrétiens, là, on dit devant Dieu et devant les hommes. Nous, chez nous, même c'est à la mosquée, on va attacher. Ou bien c'est les imams qui vont venir s'asseoir, il y a des témoins et tout. Toutes les cultures. Il y a une responsabilité. L'union, c'est sacré. Merci. Et même avant l'union, moi, je me dis, quand tu t'engages avec quelqu'un, il y a un respect que tu dois avoir envers cette personne. Même si on te donne, genre 100 000 personnes rentrent dans ton inbox pour te donner de l'attention et tout. Il faut que tu te rappelles qu'il y a quelqu'un qui est là-bas avec qui tu t'es engagé et qui fait mieux que ces gens-là. Parce que c'est les réseaux sociaux. On peut te mentir. On peut te dire certaines choses. On va te faire miroiter. Il y a des gens qui ont délaissé leur mari pour aller avec des gens sur les réseaux sociaux pensant que ces personnes-là sont plus riches, plus connues, plus religieux. Exactement, plus religieux, plus machin. Et après, c'est l'histoire de Abou. Abou a eu combien de personnes il y a combien de femmes qui l'ont dragué dans la vraie vie. Mais il a préféré aller avec une qu'il a rencontrée sur les réseaux sociaux, qui lui a fait miroiter qu'elle était une chère sœur. Il disait, elle rentre à la maison, elle vit femme promise au paradis, tout ça et tout. Alors que derrière, alhamdoulilah, il y a une histoire qui le dépasse. Donc, du coup, vraiment, moralité plus, spiritualité plus, et sachant ce que nous voulons dans la vie, ne nous laissons pas distraire. Il y a beaucoup de distractions sur les réseaux sociaux, soyons concentrés sur ce qu'on cherche. Oui, et j'aime beaucoup quand tu dis la question de la moralité, de la responsabilité, parce que je pense même que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau social, je pense que l'un des plus grands cadeaux qu'on peut faire aux gens qui sont autour de nous, c'est faire qu'ils n'aient pas à s'inquiéter. Tout à fait. Qu'il n'ait pas à s'inquiéter. Maintenant, là, il y en a qui vont dire que non, mais si la confiance, il s'inquiétera pas. Ça ne marche pas. Je pense pas que ça marche comme ça parce que les humains sont les humains et chacun vient de son background. Par exemple, moi, les gens savent que j'ai une dent contre Snap. Bon. Pourquoi? Parce que j'ai vécu cette expérience-là une fois. Tu vois? Ce qui fait qu'aujourd'hui, dès que quelqu'un a Snap, je fais pas exprès de me méfier. Genre, c'est pas comme si je m'assieds pour me dire, bon, je pense que je vais faire exprès de me méfier. C'est juste une réaction instinctive. Bon, je peux finir si je veux, je peux finir ça parce que je sais comment ça marche. Mais ça me dérange pas tant que ça. Donc, j'aime bien que tu parles de moralité, de spiritualité, parce que les gens ne respectent pas, c'est ce qu'on appelle l'engagement. Parce que s'engager veut dire, je mets les deux pieds dedans.
Et c'est une très bonne chose. Maintenant, quelle est la chose que tu as remarqué le plus qui a changé dans tes relations avec les gens lorsque tu as quitté les réseaux sociaux? Ça m'a permis de trier mes relations, Ok. honnêtement, parce que quand j'étais sur Facebook, je pensais avoir une grande communauté d'amis, tu vois. Très peu de personnes se sont souciées de savoir où j'étais, Oui. Ça, c'est le tu plus vois. gros, la plus grosse Et gifle là, qu'on a. ça m'a fait waouh. Ouais. Du coup, Mhm. il faut se dire que même si tu as 1 million d'abonnés ou 1 million de likes sur tes publications, dis-toi qu'il y a très peu de personnes qui seront là quand ça n'ira pas, tu vois. Moi, tout allait bien. J'ai juste pris la décision que voilà, c'est bon. J'en avais Donc, je marre. savais pas que tu as été forcé. Exactement. Et c'est pas qu'il y avait un événement douloureux dans ma vie et tout, mais très peu de personnes se sont souciées. Oui, Mariam, etc. et tout. Mhm. C'est vrai que certains, peut-être, n'ont pas le moyen de me contacter et tout, mais tu te crées toujours les moyens de savoir quelqu'un à qui Oui. tu tiens, tu te demandes, il est où, etc. Tu peux demander à quelqu'un qui demande à quelqu'un. Oui, je cherche telle personne, je voudrais bien savoir et tout, parce qu'elle était active, on ne la voit plus. Donc là, je me suis dit, voilà, Mariam, tu réalises que tout le monde n'est pas ton ami. Mhm. Donc ça m'a fait le tri dans mes relations. D'ailleurs, quand j'ai quitté les réseaux sociaux, j'ai fait un tri dans mon répertoire. Ok. J'ai fait un tri dans mon répertoire. Toutes les personnes que j'ai jugées, euh, que je n'avais pas vraiment de forte relation D'affinité. d'affinité, avec que j'ai préféré m'en détacher. Mhm. Et les personnes que j'ai gardées dans mon cercle, honnêtement, comme toi et d'autres personnes, c'est des gens que je sais aujourd'hui, je peux compter sur eux. Pourquoi tu dis comme moi? Demain, J'attendais que tu te même dises que je dise que moi, je suis dans le cercle là. donc je sais qu'à tout moment, si je les appelle, vraiment, ils seront là pour moi. J'ai quelques membres de ma famille, quelques amis, et ça suffit largement. une vie. Donc ça a juste changé ça. Mhm. Ça a changé ça et ça m'a permis d'économiser mon temps aussi. Mhm. Parce qu'avant, j'étais toujours là, quel article je publie, Publie. quelle C'est un publication je fais, je suis en déplacement, je pense, il faut que je publie l'événement, il faut que je partage, etc. Je te dis, ah, qu'est-ce que je peux écrire aujourd'hui pour que les gens se sentent motivés ce matin, ce lundi. Là, actuellement, je travaille sur moi. Vraiment, je travaille. Ça m'a permis de me concentrer sur ma personne. Parce que, comme on dit, commence à balayer devant ta porte. Avant de vouloir faire la Voilà. salubrité. Je me rappelle plus qui a dit ça. Et comment on appelle ça? Commence par travailler sur la personne que tu vois dans le miroir. Quelque chose comme ça. Non, pas ça. C'est Rumi, je pense, qui disait que hier, il était intelligent, il voulait changer le monde, mais aujourd'hui, il est sage, il veut se changer lui-même. Ça, c'est quelque chose que j'ai marqué quelque part. Je sais plus, dans un de mes agendas, j'ai marqué ça. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai compris que là, je suis en train de travailler sur moi. Plus de lecture, plus de spiritualité, plus de focus sur mes relations personnelles. Parce que avant, les réseaux sociaux te coupent du monde. On n'en parle pas beaucoup. Tu passes tout ton temps à te connecter à des gens qui sont derrière leur écran, alors que tu as ta famille, tes amis avec qui tu n'organises pas de sortie, tu ne sors pas, etc. C'est vrai que je le faisais même à l'époque, mais là, c'est beaucoup plus le relationnel, beaucoup plus l'émotionnel. Donc, je suis vraiment focalisée sur moi. Et comme je disais, j'ai fait un cheminement spirituel. Peut-être ça, c'est quelque chose dont on peut parler après sur notre podcast. J'ai fait un cheminement spirituel qui m'a appris que tu ne gagnes rien en islam on dit al-ayn. Tu ne gagnes rien en t'exposant à l'œil de l'humain. Oui. C'est-à-dire, autant ça va t'apporter des bonnes choses. Malheureusement, il y a certains regards, il y a certaines paroles. Les gens ne le veulent pas personnellement. Mais par exemple, le fait de tout le temps dire, waouh, Mariam, elle est tellement intelligente. Un jour, Mariam va se réveiller, son intelligence est partie. Ah, toi, parce que tu n'as pas dit, Masha'Allah, Allah est aramute ilimi. Tu vois, j'ai parlé en langue, c'est-à-dire, Masha'Allah, que Dieu lui augmente son savoir. Ah, Mariam est intelligente, Mariam est belle, Mariam est ceci. Ça, c'est ce qu'on appelle al-ayn dans la religion musulmane, le regard, la parole, etc. Donc, c'est des choses que j'ai, dans mon cheminement spirituel, je connaissais, mais j'ai mieux compris. Voilà. J'ai mieux compris en lisant, en apprenant, en me ressourçant surtout sur les histoires passées et tout.
Parce qu'il y a beaucoup, même au Niger, hein, il y a beaucoup d'histoires comme ça de personnes qui, à un moment, ils sont montés en flèche et après, c'est redescendu. Tout ça, c'est lié à ces trucs-là. Quelqu'un dira, je suis trop dans le spirituel, mais c'est réel. C'est très réel. Souvent, tu es là, tu veux aider les gens et tout, mais derrière, les gens sont en train de t'envoyer des flèches pour te combattre. Ça, je l'ai vécu. Donc, il faut pas se focaliser sur ça, mais il faut prendre aussi des dispositions pour se dire que ça existe. Donc, quand tu es personne publique, vraiment prends tes dispositions, comme on dit, fais le combat spirituel chaque jour. Tu ne sais jamais. Avant, quand j'entendais les gens parler de ça, combat spirituel, je dis que ces gens-là exagèrent. J'étais jeune. Mais en réalité, voilà, c'est la vérité. J'étais jeune. Tout ce que tu entends, tu as appris, le prophète a dit, n'expose pas tes biens. N'expose pas ta famille, tes biens. Va regarder ma maison, regarde. Tu le dis pas, mais quand tu publies ta maison, instinctivement, tu te dis, les gens vont voir, j'ai une belle maison, ils vont voir, j'ai une belle femme, ils vont voir, j'ai des beaux enfants qui sont intelligents, qui vont ici et là. Tu te dis, aujourd'hui, les gens vont voir, je suis allée en Angleterre, je suis allée aux États-Unis, etc. Je publie sur les réseaux sociaux. J'ai vu le roi d'Espagne. Il faut faire très, très attention. Hein? J'ai vu le roi d'Espagne. Il faut faire très, très attention. Et même ceux qui ont une bonne intention derrière de se dire, je vais inspirer, je vais motiver, voilà, il faut se dire que derrière, les gens ne pensent pas pareil que toi. Bien sûr. Ça, c'est une réalité. Quand tu as dit que tu peux avoir 1 million de likes sur les réseaux, ça veut dire, ce n'est pas Mariam qui est liké, c'est le post de Mariam. C'est la photo de Mariam, c'est le texte de Mariam qui a les 1 million de likes. Le danger vient de confondre le post, l'article de Mariam et Mariam. Parce que lorsque tu confonds Mariam et l'article de Mariam, donc plus l'article de Mariam est liké, plus l'ego et la grosse tête augmentent. Et c'est là où tu penses que tu as une communauté solide. Et justement, après, je pense que c'est important que des événements arrivent qui vont te réveiller, qui vont te dire, hey, attention, c'est pas ce que tu pensais. Parce que jusqu'à ce que je publie sur la fin de mon mariage, je pensais aussi à tort que les 4000, 5000 abonnés que j'avais sur Facebook, je me disais, ben, waouh, 5000 abonnés. Tu vois, c'est nouveau. Parce que j'étais sur Facebook depuis 2013 aussi. Mais à l'époque, c'est quoi? C'est Cristiano Ronaldo, c'est partagé, c'est Niska, Bendo, c'est Danso. Maintenant, c'est 2020 que tu commences. Bon, toi, tu as commencé 3 ans avant moi. 2020, tu commences à faire un peu de trucs sérieux. Donc, et comme c'est nouveau, tu dis, ouais, ça monte en flèche. Et il fallait qu'il y ait la chute. Pour que tu te dises, hey, faut te calmer. Et après, ça m'a montré, dans ce que tu as dit, que autant il y a des gens qui soutiennent, autant il y en a qui attendent la moindre gaffe. Je te coupe pas la parole. Je suis ta grande sœur de toute façon. Dis ça à tes abonnés là. Je suis ta grande sœur. Donc, en fait, je te coupe pas. Je voulais revenir sur, quand tu disais, malheureusement, on n'a pas une grande communauté. Tu sais, l'envie, elle est humaine. C'est un sentiment. Aujourd'hui, personne ne peut te dire qu'il n'a jamais envié quelqu'un. Ça n'existe pas. Moi, j'ai fait un TED où j'ai dit, moi, mon premier défaut, c'est ça. C'est l'envie. C'est l'envie. C'est-à-dire, quand je vois quelqu'un qui a quelque chose là, je veux aussi. Je me dis ça là. Si telle personne a fait ça, je peux faire plus. C'est l'usage que tu fais de l'envie qui n'est pas bon. Je te recommande de suivre Omar Suleiman. Je ne sais pas si tu le connais. L'américain, le savant. Je crois qu'il n'est pas d'origine américaine, mais il a la nationalité américaine. C'est un savant qui fait beaucoup de prêches sur les réseaux sociaux. Il est notamment sur YouTube. Quand il parle, même, tu sens qu'il y a une densité. Exactement. Et il y a une grande différence entre ces genres de savants-là qui sont intellectuels et les savants que nous savons qui malheureusement n'ont pas vraiment... Donc les mots. Les mots, exactement. Eux, ils ont la profondeur de la chose. Il dit, envie is natural, c'est-à-dire l'envie, elle est naturelle. Mais c'est ce que tu en fais qui est interdit. C'est-à-dire aujourd'hui, j'envie Ahmed Paris. Je dis Ahmed Paris, là, il fait tout le coaching et tout. Moi, je voudrais, ce qu'il veut, là, je veux. Il dit, ce que tu vas faire qui est interdit, c'est de vouloir que Dieu enlève à Ahmed ce qu'il a. Pour te donner. Pour te donner. Ou bien même que Ahmed n'ait pas et que toi-même tu n'es pas. Ou que le statut où Ahmed est arrivé là, qu'il redescende pas. Ou bien ou quelque chose de mal lui arrive et tout. Il dit, mais la positivité de l'envie, c'est quand tu te dis, si Ahmed a fait ça, ouh, j'envie Ahmed, je veux avoir la même chose qu'Ahmed, je me bats pour avoir la même chose qu'Ahmed. Aujourd'hui, si tu t'approches même d'Ahmed pour lui dire, comment tu fais? Je veux faire comme toi. C'est comme ça que
les sahabes qui nous ont précédés faisaient. Ah, toi, vraiment, on voit que tu évolues bien. Qu'est-ce que tu fais la nuit? On te voit, tu sors. Qu'est-ce que tu fais? Il faut nous donner les astuces et tout. Donc, c'est vraiment ça. L'envie, c'est pas un défaut, mais il faut se dire qu'il y a des gens, malheureusement, quand ils envient là, soit ils vont user de tous les manèges pour te faire chuter. Soit pendant que toi, tu es là, tu penses que, ils apprécient ce que tu fais. Non, en fait, ils sont en train secrètement de souhaiter que ce que tu as là, que tu le perdes. Donc ça, c'est pas moi, c'est un de mes défauts. C'est un de mes défauts. Non, c'est pas un défaut. Et, parce que l'exemple que j'aime, c'est celui du couteau. Le couteau n'est pas un problème. Voilà. C'est tu l'utilises qui est le problème. Si tu l'utilises sur de la viande, sur des légumes. Exactement. Si tu l'utilises sur Issa. Exactement. Sur Sharifa, comme Tariq Aïla. Exactement. Donc, justement, c'est ça. Et le Coran en parle. Oui, tout à fait. Quand ils voient les croyants en journée, ils disent nous croyons. Et quand ils sont avec leur diable, ils disent autre chose. Donc, c'est la même image. C'est la même image qui est là. Donc, quand on parle d'envie, pour aller sur ce sujet-là, l'envie n'est pas le problème. C'est quand elle devient jalousie que c'est un problème. Et quand elle change, en positif, elle devient de l'admiration. L'admiration, tout à fait. Tout ce que tu as dit. Donc, dans mon cas, c'est lorsque ces choses-là sont arrivées, quand j'ai partagé un peu mon quotidien et mon expérience humaine, et je me suis rendu compte que, mais attention, parce que quand j'ai commencé en 2019-20, j'étais le plus jeune coach du Niger à l'époque. D'ailleurs même, je pense, sauf si je me trompe, sauf si je peux me tromper, mais je pense que je suis de ceux qui ont rendu le coaching populaire au Niger. Pas que ça n'existait pas, mais c'était pas connu comme ça. Donc, que je me pointe à 21 ans et que je dise que je vais faire du coaching, les gens, ce qui se crée, c'est qu'est-ce qu'il va apprendre aux gens. Quelle audace. Quelle audace. Qu'est-ce qu'il va apprendre aux gens. Il ne sait rien de la vie, il n'a rien comme expérience et tout ça. Et je l'ai vécu, mais j'ai supporté. Donc, ce qui fait que les gens, ils observent. Maintenant, vu qu'il y a encore il y a aucune pièce à conviction. J'ai encore rien fait de mal. Donc, forcément, je pense qu'ils s'attendent. Et pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, je continue, ça monte. Maintenant, donc, le jour où le divorce est survenu, c'est là que je me suis rendu compte que, il y a eu, pendant toutes ces années, il y avait une bombe à retardement qui attendait juste un faux pas pour exploser. Et je pense, oui, c'est là où la toxicité revient. Parce que l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, dans ton quotidien, dans ton monde actuel, si tu fais un faux pas, limite, c'est 2, 3, 4 personnes qui vont te blâmer. Tu vois? Qui seront même au courant. Voilà, parce que s'ils te blâment, c'est qu'ils sont au courant. Mais tu vois, si tu es sur les réseaux sociaux, si un truc se passe, tu as même des gens qui ne te connaissent nulle part. Par exemple, dernièrement, j'ai publié sur un verset du Coran, bon, tu n'es plus sur Facebook, donc tu n'as pas vu, qui a fait une poussière là où je disais que soit tu mérites ton conjoint, ou le Coran ne dit pas la vérité, parce que le Coran dit aux bons hommes les bonnes femmes, aux bonnes femmes les bons hommes. Donc, soit tu mérites ton conjoint dont tu te plains, ou bien dans ce cas, le verset est faux. Maintenant, les gens, ils ont juste lu le côté, le Coran est faux, et ils me sont tombés dessus, ils ont commencé à insulter. Et moi, je riais parce que je me dis, mais c'est quoi ça? Moi, j'ai juste pas carré, quoi, comme on dit. C'est juste chapé, moi, encore seulement. C'est juste en cause. Et là, je vois des gens que on s'est jamais vu dans la vraie vie. Je ne les connais nulle part. À part le nom Ahmed Barry qu'ils voient sur Facebook, ils ne savent rien de moi. Ils insultent. J'ai dit, mais ouais. Tu vas même pas te rendre compte. En fait, tu auras même des gens que tu connais qui vont te clasher. Parce que une époque, j'ai eu une publication comme ça aussi sur mes réseaux sociaux où je parlais du fait que les gens prient les vendredis sur les routes. Par exemple, moi, j'ai une mosquée devant ma maison. Pas devant ma maison, mais en face. Donc, quand je rentre chez moi les vendredis, les gens, ils garent n'importe comment, ils prient sur le goudron et tout. Et souvent, tu n'as pas accès à chez toi. Et je disais que c'est pas normal. Je pense que c'était le premier vendredi de Ramadan. C'était une année, le premier vendredi de Ramadan. J'étais rentrée, j'étais fatiguée et tout. Mais j'ai dû attendre au bord du goudron, loin. Dans ta limousine. Le temps que les gens finissent de prier pour que je puisse avoir accès à mon chez moi. Et je disais, j'ai dit, vous êtes venus prier, mais malheureusement, vous avez ramassé énormément de péchés parce que toutes les personnes que vous avez bloquées, qui ont des occupations, tout le monde n'est pas musulman,
Voilà. Et Dieu nous demande, en pratiquant notre religion, de ne pas offusquer ou déranger d'autres personnes. L'islam n'est pas une religion. Même dans la religion. C'est-à-dire, oui, mais les gens même qui vont dire que les musulmans se comprennent entre eux et tout. Je suis en train de leur expliquer qu'on n'est pas que musulmans, on n'a pas le droit de déranger les autres. Et même nous, même les musulmans, on n'a pas le droit de se déranger. Parce que tu ne peux pas venir là. C'est pour ça que j'aime, par exemple, d'autres pays où dès que la mosquée est pleine là, tu cherches une autre mosquée au pied. Parce que le goudron, c'est pas la mosquée. Souvent, il y a des gens qui prient, ils ne sont même pas dans le jami'a. Ils sont devant l'imam. Parce qu'ils prient hors de la mosquée. Je te jure, il y a des gens qui sont devant l'imam, qui prient, il y a des gens qui sont mal orientés, etc. Donc, j'ai fait un post comme ça. Autant il y a eu beaucoup de gens qui sont venus appuyer ce que je disais, autant il y a des gens que je connais personnellement qui sont venus s'offusquer de ce que je disais, au point de dire que c'est moi qui ai choisi ce qui m'est arrivé parce que je savais que c'est vendredi, je n'avais qu'à ne pas rentrer. Alors là, je veux rentrer chez moi, alors là, et je peux pas, oui, mais c'est moi qui ai choisi que ça me soit arrivé. Parce que je devais rester, que eux, les super musulmans, finissent de prier sur le goudron. Voilà, comme toi qui es moi, musulman live, tu es occupé à l'heure de la prière. Voilà, exactement. Et quand j'ai publié ça, il y a quelqu'un dans le quartier qui m'a dit, mais lui, il a vécu une histoire qui l'a traumatisé parce que il devait sortir de la maison pour se rendre à la clinique d'Iran, qui est juste pas loin de chez moi. Et malheureusement, à cause de la prière là, il est passé de tous les côtés pour essayer de trouver un chemin pour se rendre là-bas. On l'avait appelé pour une urgence d'un parent. Quand il est arrivé, le parent était décédé. On ne dit pas que le dessin, vraiment, c'est nous qui avons le contrôle là-dessus, mais au moins, il aurait pu voir son parent. Peut-être qu'il y a des dernières volontés que son parent a voulu lui dire. Je sais pas, il y a beaucoup de choses il aurait pu peut-être venir aider à avoir un médicament et tout qui allait alléger ses souffrances, etc. Honnêtement, souvent, on ne se rend pas compte que, en fait, l'islam, là, c'est tellement simple. Oui. Mais en voulant se jouer les super musulmans, tu amasses tellement de péchés que tu te rends pas compte. Oui. Donc, je comprends parfaitement quand tu dis les gens lisent juste une partie. Donc, moi, les gens ont lu le texte du genre, je dis non, les gens ne doivent pas prier la prière du vendredi parce que moi, je veux rentrer chez moi. Voilà, c'est ce qu'ils ont compris. C'est pareil. Et moi, quand tu lis, même il y en a quand je le partage, je dis, mais lui, il n'a rien compris de ce qu'il écrit. Parce que tous les gens qui sont offusqués, ils sont allés raconter Ahmed Bari a dit que le Coran n'est pas la vérité. C'est ce qui a circulé. J'ai dit, mais attends, mais quand est-ce que moi j'ai dit ça? Moi, j'ai le Coran chaque matin avant de sortir, je sais ce que c'est. Même si c'est la foudre qui m'a tapé à midi, comme on dit dans mon école midi pile. Même si c'est la foudre qui m'a tapé à midi pile, je vais pas oser sortir. Les gens ne sont pas... C'est ça, j'ai dit. Et d'autant plus que, et ce que j'aime, il y a un verset du Coran où Dieu dit, il a fait descendre le Coran sur toi, en parlant de Mohammed, pour que tu révèles aux gens ce qui a été descendu pour eux, et pour qu'ils réfléchissent. C'est écrit clair dans la sourate Nahl de réfléchir. Donc, mon but c'était juste, je vais faire réfléchir les gens un peu. C'est tout. Et beaucoup de mes posts c'est comme ça, parce que je n'aime pas venir dire aux gens A plus B égale C. J'aime dire aux gens A plus B égale, pour l'interrogation, réfléchissez. Parce que c'est trop simple si on te donne toutes les réponses. La preuve, je pense, tout ce que tu as dit que tu as fait une quête spirituelle, dans le sens où il y a des choses que tu savais avant la quête. Mais il fallait que tu t'y intéresses, que tu y réfléchisses, que tu médites, que tu cherches, pour que tu comprennes ce que tu savais. Ce qui est assez bizarre, mais c'est comme ça. Il faut que tu comprennes ce que tu savais. Donc, ça fait que forcément, lorsque tu te positionnes comme quelqu'un qui veut apporter un changement ou qui veut inspirer un changement, forcément il y a une force qu'il faut avoir, ou on va dire une carapace, ou en tout cas un bouclier assez solide pour pouvoir résister par rapport à ça. Maintenant, est-ce que maintenant tu as coupé sur les réseaux, est-ce que tu as ce même combat à mener, ou bien ça a diminué? Bon, je pense que ça a diminué, mais bon, je sais pas, tu me diras. Bon, autant, ce qui a juste changé, c'est que je ne partage plus sur les réseaux sociaux, mais je continue à faire mes activités. Oui, bien sûr. Et c'est vrai qu'avant, je pense que je te l'ai une fois dit, j'étais beaucoup dans le bénévolat, je faisais beaucoup d'associatifs. Ça m'a fait grandir, mais de fou, et je profite de ton podcast pour le dire, mais faites du bénévolat, faites de l'associatif. Commencez en vous disant, je sers les gens, parce que vous allez apprendre, vous allez grandir, vous allez développer des compétences que après,
vous pouvez rentabiliser. Yes. Donc, moi, je suis dans la phase rentabilisation. Bien sûr. Tu as l'argent maintenant. Donc, j'ai fait mon associatif, mon bénévolat pendant un certain temps. Là, je suis vraiment plus dans la consultation. Je fais mes consultations. Le métier de bien payé. Voilà. Et j'espère. Et à côté de ça, je suis médecin. Donc, du coup, je suis aussi appelée à être auprès des malades, tout ça. Donc, là, je suis vraiment dans cette phase. Et comme je t'ai dit, je me focalise beaucoup sur moi. Donc là, j'investis beaucoup dans l'apprentissage pour moi-même. À l'époque, je n'avais pas la possibilité, même je dirais, d'investir autant que maintenant. Parce que là, non seulement j'ai plus de moyens, j'ai plus de moyens, mais faut pas, on va m'agresser de la vie. J'ai pas l'argent. Je me débrouille. Je me débrouille. Donc, du coup, j'ai plus de moyens, mais j'ai une meilleure compréhension de l'importance de la chose. Oui. Donc là, je n'ai pas vraiment de problème à investir pour apprendre. Oui. Les cours en ligne, même en présentiel, les livres. Je me rappelle une fois, j'étais à la FNAC à Dakar, j'ai dépensé 80 000 dans des livres. Et ma collègue avec qui j'étais, comment tu dépenses autant dans des livres? J'ai dit, ce que ces livres-là vont me rapporter. Je ne sais pas. C'est plus que ce que j'ai investi. Bien sûr. Ça me rappelle une fois, quelqu'un était venu dans mon bureau, il regarde les livres que j'ai, environ une centaine dans mon bureau. Il dit, tu les as achetés? J'ai dit oui. J'ai dit, par exemple, ces 15, ces 10 là que tu vois m'ont coûté 100 000. Ces 5 là m'ont coûté 100 000. Ces 3 là m'ont coûté 56 000. Il dit, what? Il comprend pas. Oui, bien sûr, tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre. C'est comme un engrais. Tu peux pas comprendre. Je pense on est un peu dans la même tranche d'âge. Bon, je pense que tu es plus âgé que moi. C'est pour ça que tu me tapes souvent. Mais j'en parle parce que dans un livre que je suis en train d'écrire actuellement, qui sera publié en août, je parle des étapes de la vie. D'abord, avant d'expliquer ça, à quel âge tu as commencé le bénévolat? J'ai commencé en 2017. Non, à quel âge? Pas en quelle année? Oui, je suis en train de calculer mon âge à l'époque. J'avais 20 ans. 20 ans? Non. Avant même 20 ans, parce que, en fait, quand on parle, quand je dis j'étais sur les régions en 2017, mais j'avais commencé l'activisme un peu bien avant, parce que à l'université de la première année, j'étais impliquée dans tout ce qui est commission scientifique, commission des affaires culturelles. Donc, je dirais vraiment 18 ans, voilà. Dès que je suis arrivée à l'université. Donc, un peu vers la fin de l'étape 2. Un peu, oui, un peu vers la fin de l'étape 2. Et là, est-ce que tu as dépassé 28? Non, je n'ai pas encore dépassé 28. Ok, donc tu es à la fin de l'étape. N'est-ce pas? Oui. En fait, je calcule, c'était pour vérifier si dans le livre, ce que j'écris se vérifie chez toi, parce que ça se vérifie chez beaucoup de gens. Par exemple, moi, mon activité a commencé à la fin de mon étape 3. L'étape 3, c'est de 14 à 21 ans. C'est l'étape 3, 14 à 21 ans. Et beaucoup de gens que je connais, que ce soit l'activisme ou le premier business ou la première activité, vient généralement à la fin de l'étape 3, entre 18 jusqu'à 21. Et l'étape 4, c'est 21-28. C'est là où on maximise. Et l'étape 5, 28-35, c'est là où la rentabilité dont tu as parlé, elle commence. Et pour certains, ça commence environ 1 an, 2 ans avant la fin de l'étape 4, donc 26, 27, 28 ans, jusqu'à 35 ans. Donc, je dis ça parce que tu as dit aux gens de faire du bénévolat. Le plus général, c'est de faire quelque chose. Parce que, à la base, en Afrique traditionnelle, l'étape 3, qui commence à 14 ans, commence avec l'étape où le petit garçon suit son père, soit au champ ou à la forge, ou peu importe où le père travaille, et la petite fille suit sa maman dans les champs, dans les activités, parce que c'est l'étape 3 où ça commence à la personne de développer des compétences et de chercher son chemin, de chercher sa voie. Donc, le bénévolat que tu as fait, il y a des chances que quand tu l'as commencé, tu n'avais aucune idée de ce que ça allait avoir comme débouché, comme suite après. Tu as juste commencé à l'instant T parce que ça peut être intéressant maintenant, mais je ne sais pas où ça va me conduire. Et c'est pareil pour beaucoup de gens. Ils commencent des activités, ils commencent du bénévolat, ils commencent un business sans réellement savoir jusqu'où ça va les amener. C'est juste un début. Qu'est-ce que tu penses avoir été le trait de caractère le plus déterminant entre le moment où tu as commencé ce bénévolat-là et aujourd'hui? À part l'envie dont tu as déjà parlé. Je pense que c'est quelque chose aussi dont j'ai parlé dans le même TED là dont je parlais.
Et Le tête de Eddie, non? oui, le tête de Eddie. Je disais, mes trois défauts dans la vie. Je crois, ce qui a été déterminant, c'est le deuxième, l'audace. Moi, j'ai beaucoup d'audace. Obama. C'est-à-dire que je n'hésite pas. Quand je vois une chose, je veux faire, je fais. Peu importe le résultat. Même si tu vas te Si, casser la figure. voilà, au moins, quand je fais et que ça ne marche pas, je sais pourquoi ça n'a pas marché, j'apprends. Parce que moi, je suis quelqu'un qui croit en l'apprentissage par la pratique. On apprend de Autant la théorie est importante, tant que tu ne mets pas en pratique ce que tu as appris. Tu n'as pas appris grand-chose. Et je le sais parce que je fais médecine. Bien sûr. Donc, c'est ça que je me basais pour dire ça. Donc, Tu peux lire 1000 livres. Exactement, tu peux Si maîtriser. tu ne pas quelqu'un. Exactement, tu peux maîtriser exactement où se trouvent les veines, tout. Mais tant que tu n'as jamais fait d'injection, tu ne sauras jamais comment le faire. Par exemple, tu peux même pas savoir avec les cahiers si tu as une phobie du sang ou pas. Exactement, Imagine, tout à fait. tu as tout ton diplôme de médecine. Tout à fait. Tu es prête. On te donne une seringue. Piquer quelqu'un, tu commences à trembler. Tu t'évanouis. C'est ça. Donc, je dirais l'audace. Honnêtement, l'audace. Oser. Maintenant, justement, merci. En fait, j'adore là où ça va. Comment tu as vécu, c'est juste pour comprendre, hein, je suis pas un sexiste. Comment tu as vécu l'audace en tant que femme dans ton milieu, peu importe où tu es passé? Ouais. Parce que je suis sûr que on te voyait comme, elle bouge trop, elle bouscule trop les lignes. C'est quoi son affaire? Tout à Parce que fait. même nous les garçons, je dis même nous parce que c'est le contexte, Oui, quand on bouge tout à trop, c'est fait. un problème. Exactement. Donc, comment toi tu as vécu cela? Et en fait, je crois que comme tu dis, c'est une question de contexte. Je n'aurais peut-être pas été aussi audacieuse si je n'avais pas grandi dans un contexte qui a facilité ça. En fait, il faut souvent le dire, quand on dit par exemple les gens n'osent pas, il faut souvent dire qu'il y a aussi un bagage environnemental qui fait que tu ne peux pas. Quand tu as grandi dans un contexte où les gens n'osent pas, on t'a toujours dit reste dans ton coin, ne te démarque pas, évite et tout. Tu vois, même les questions quand je disais le mauvais œil, etc. Quand on t'a trop mis ça aussi dans la tête, à un moment tu as peur et tout. Mais comme je dis, tout est une question de spiritualité aussi. Il faut avoir des techniques. Tu as beaucoup changé. De la même façon que le Coran a parlé du mauvais œil, il a aussi donné des moyens de se protéger. Même le prophète n'a pas échappé à ça, il n'a pas échappé à la sorcellerie, au mauvais œil. Donc, mais il y a des moyens de se protéger, de s'en défaire. Donc, je pense que ça, c'est vraiment mon contexte qui a joué. Parce que, moi, je viens d'une famille où nous ne sommes que des filles. Mon père n'a eu que des filles. Nous sommes 4 filles. Et donc, on a grandi vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais bien sûr. Mon père nous a toujours dit, moi, j'ai envie de vous voir indépendante, autonome. Donc, du coup, j'ai grandi avec ça. Et ma grande sœur, l'aînée de notre famille, j'ai grandi en la voyant scout. Tu vois, en la voyant faire de l'activisme. Je te jure. Elle a été l'une des rares femmes qui ont fait à l'époque Niamey Dosso à pied, les scouts. Ouais. Et elle était championne nationale de taekwondo. Elle avait ceinture noire 2e dan. Mariam, tu as une sœur comme ça, je te taquine. Donc, le fait de voir ça, tu peux pas te dire il y a quelque chose que moi, femme, je peux pas faire. Yeah. Ma soeur, elle a marché Niamey Dosso comme les autres. Tu as fait Niamey Dosso. Ma soeur, elle a ceinture noire 2e dan taekwondo. Un domaine qu'on dit, c'est les hommes. Ma soeur, je la vois faire des choses, voilà, tout ce que les hommes font, elle est capable de le faire et tout. Et toutes mes sœurs, je les ai vues travailler, se battre. Ma mère, c'était pareil. Ma mère, et je pense que même le contexte familial, même un peu éloigné, on a une famille où c'est les femmes qui se sont démarquées. C'est les femmes qui occupent des postes de responsabilité, c'est les femmes. Donc nous, on a vu ça, pour nous, ça là, c'est normal. Donc du coup, je l'ai pas mal vécu parce que je savais que c'est normal. Donc moi, je le faisais sans me poser de questions, me dire que comme quelqu'un qui va se dire, ah, moi, je suis une femme, si je fais ça, on va dire que je n'ai pas le droit de faire ça. Moi, je faisais. Je vois que ça, là, je fais. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui l'ont mal interprété, qui se disent, ah, cette petite fille jeune, là. Souvent, il y a même des réunions où quand j'arrive en tant que jeune fille, les gens se disent, mais, ah, elle va nous apprendre quoi et tout. Mais c'est quand tu ouvres la bouche et que tu commences à parler qu'on se rend compte que tu as de la légitimité. Et moi, j'ai imposé cette légitimité-là. C'est-à-dire là où les gens vont avoir peur
de parler, de s'exprimer en tant que jeune, moi, je m'exprime, je donne mes arguments. Tant que je pense que ce que je vais dire a de la valeur, je vais le dire. Parce que je me dis, le fait de me taire, j'ai trahi la jeunesse là qui m'a placée là-bas. Parce que moi, j'ai représenté des gens dans beaucoup d'instances. Donc, je me dis, si je parle pas là, la jeunesse qui m'a placée là-bas, là, je l'ai trahi. Je n'ai pas défendu leurs droits. Donc, souvent, je m'exprime, je parle. Il y a un seul endroit où je peux dire, parce que toutes les personnes que j'ai côtoyées, mes collègues, des personnes très âgées que j'appelle papa, tonton, tanti, j'ai eu de très bonnes relations avec chacun d'entre eux ils m'ont beaucoup encouragé, ils m'ont beaucoup, et je crois que c'est là où je vais peut-être faire une petite parenthèse pour dire aux gens, ayez aussi beaucoup de respect. Ça, c'est très important. Autant tu as de l'audace, tu t'imposes, tu défends tes idées. La personne humaine a besoin que tu la respectes. Plus jeune, plus âgé, même âge que toi, donne du respect. Et c'est ça, malheureusement, qui manque à beaucoup de jeunes. Oui. Ils ont tellement d'audace qu'ils sont impolis. Ils pensent que c'est avoir du caractère, mais c'est de l'impolitesse. Yeah. Ça, je tenais à faire la parenthèse là. Même hier, j'ai vu la vidéo du monsieur qui dit, tu penses que tu as du caractère, tu es juste impoli. Tu es impoli. Il y a beaucoup de gens, de gens comme ça. Donc, le seul endroit où j'ai vécu une mauvaise expérience en tant que femme, c'était à l'université. Je crois que je t'en ai une fois parlé quand j'ai voulu intégrer le syndicat universitaire. Et que c'est même des filles de combattaient. Au sein de la faculté des sciences. En ce moment, je me suis rendu compte, en fait, du poids culturel et social qu'il y a sur les femmes. C'est là que ça m'a fait, c'est là que je l'ai vraiment reçu en plein visage. Parce que j'ai vu des filles que je connaissais, d'autres que je ne connaissais pas. En fait, être mobilisées par des hommes pour venir combattre leurs concerts femmes. Tu vois, les séances d'autocritique, toi, tu n'as pas fait l'université peut-être. Tu as tu as l'assemblée qui est là. Donc, on était assis de ce côté, nous, on se faisait face les candidats. Et tu vois, il y avait une horde de filles que je regardais qui étaient là, placées stratégiquement pour me regarder droit dans les yeux et pour applaudir tout ce que les machos vont dire, parce que c'est même pas des concurrents, parce que ça c'est une campagne machiste qu'ils ont fait. Et j'ai vu des filles applaudir, une femme ne doit pas être au devant, une femme n'est pas capable. Et il y a même quelqu'un qui a dit, on ne confie pas de l'argent à une femme, parce que je voulais être trésorière à l'époque. Et j'ai vu des femmes applaudir, des filles applaudir ça. On ne confie pas de l'argent. Et je me suis dit, au fond de mon cœur, tu as une maman, non? Tu as une sœur qui gère un foyer, qui gère la popote et tout, et tu dis qu'on confie. Tu seras épouse de quelqu'un, il va te donner de l'argent pour la maison. Et toi, tu applaudis qu'on ne confie pas de l'argent à la femme. Ça, c'est une expérience qui m'a traumatisée. Qui a fait que j'ai dit, l'université n'est pas prête pour que, moi, en tout cas, je sais pas, quelqu'un d'autre peut-être va venir, que je mette ma soeur. Parce que c'est ces mêmes filles pour lesquelles j'ai voulu me battre, étaient contre moi. Donc, j'ai dit, il y a un gros travail qu'il faut déjà faire. Avant que tu ne viennes pour faire les choses. Il y a un travail qui est important. Tu peux pas venir changer les choses sans base. Oui. Sans base. Même la révolution a besoin de base. Big T. Il faut que il faut qu'il y ait une certaine compréhension, une certaine prise de conscience au niveau même des femmes pour qu'on puisse avancer ensemble. Donc là, ça m'a fait waouh. J'ai dit, mais il y a beaucoup droits des femmes et malheureusement beaucoup de femmes aussi se complaisent dans ce rôle, en cela. Oui. Et malheureusement, après, les conséquences te reviennent. Après, beaucoup reviennent vers moi. À l'époque, je ne comprenais pas, je m'excuse. Il y a beaucoup qui ont pris le temps. J'ai aimé l'approche, mais j'ai dit, je ne reviens pas me présenter. Mais bien sûr, il y a un certain niveau de respect que tu dois t'imposer. Que j'ai pour ma propre personne. Je vais aller travailler ailleurs. Je vais faire d'autres choses que vous allez voir, qui vont peut-être vous inspirer, vous aider à comprendre des choses. Mais université seulement, j'ai fini. Oui. J'aime bien ça parce que très souvent aussi, on entend ce genre de discours. Par exemple, moi, à toutes les époques, de 2019 à aujourd'hui, il n'y a qu'une seule fois que dans mon équipe, il y avait plus de garçons que de filles. Sinon, ça a toujours été au moins 4 filles, 2 gars, 5 filles, 2 gars, parce que j'aime bien travailler avec les femmes. Je pense, moi, ce qui m'a rendu ça facile, c'est que j'ai grandi avec les femmes. Oui. Ma maman, ma grande sœur, c'est mes 2 super-héros, les premiers super-héros de ma vie.
J'espère qu'elle va pas entendre le podcast là. Je pense que tu connais ma grande sœur. Et donc, ça fait que forcément, ça va être compliqué que je pense qu'une femme ne peut pas. Bien sûr, maintenant, je me C'est le rappelle, contexte. voilà, c'est le contexte C'est qui le fait ça. contexte. Je me rappelle, un jour, on parlait avec un PDG d'une grosse boîte qui nous expliquait qu'en fait, ce n'est pas la compétence qui est tant que ça, parce que souvent, c'est ce qui se passe dans un contexte X. L'information que tu as entendue, elle a été prononcée dans un contexte X, mais après, toi, tu as juste l'information, tu n'as pas le contexte. Donc, tu prends l'info et tu la relais. Il explique. Supposons que il s'assoit PDG et il a un projet hyper important et le projet, c'est sur, on va dire, 12 mois. Et on va dire, le chef de projet ou la chef de projet, c'est une femme. Bon, la chef de projet, c'est une femme, évidemment. Mais là, dans le processus du projet, elle tombe enceinte et un jour, elle arrive à un niveau où elle peut pas travailler. Et donc, le PDG, dans ce contexte-là, un jour, il est, on va dire, à la FADA ou à la maison. Et comme le projet, il faut qu'il soit bouclé rapidement, il peut juste dire aux gens, ah, les femmes là, genre, dans le coup de l'émotion, on ne peut pas compter sur elle, sur la durée, sur le coup de l'émotion. Lui, il sur le coup de l'émotion parce qu'il a un projet. Et le fait que la grossesse soit avancée, ça fait que sur le coup, il faut un remplaçant pour J'ai entendu beaucoup tu vois, cet maintenant, argument-là. non, j'arrive. Maintenant, quelqu'un d'autre, lui, il ne connaît pas le contexte du projet. Lui, juste, il entend les femmes, c'est pas la peine, et il part raconter partout. Donc, souvent, ça fait que les préjugés viennent juste d'informations qu'on a entendues sans savoir dans quel contexte on les a réellement entendus. Sinon, réellement, en tant que compétence humaine, bon, le cerveau, c'est le cerveau. Et le cerveau, c'est le même pour tout le monde. Bon, en tout cas, la SVT que j'ai fait, tu es médecin, tu vas encore Ça plus dépend de ça. ce que tu en fais pour le La faire SVT que grandir. j'ai fait, on n'a pas dit qu'il y a un cerveau d'homme et un cerveau de femme. Ouais. Ça, là, même nous, à l'époque, quand on était gamin, dans toutes les classes, le premier de la classe, c'est généralement une fille. Bon, ça les faisait Tout à chier, ça fait, nous faisait chier à l'époque parce qu'on avait encore ces préjugés-là. De se dire, mais comment, même par exemple, je sais pas, bon, on est de la même génération, sûrement peut-être que tu as entendu ça. À l'époque, quand tu as le brevet et que tu vas en tant que garçon, mais c'est un échec pour toi. Moi, je suis allé en série scientifique parce que je voulais pas être un omelette, comme on dit, parce que à notre époque, quand tu es en série A, toi, garçon, tu es en série A, c'était vraiment un échec. Et donc, je suis littéraire de nature, je suis plus français, anglais, philosophie, mais pour ne pas être femme, Tu vois, tout ça, c'est des constructions sociales. en fait, justement, c'est parce que je l'ai vécu, je peux comprendre ça. Je me suis retrouvé en série D à me taper des 1 sur 20 en maths, des 4 sur 20 en PC, mais je reste pourquoi? Parce que je voulais pas qu'on dise que Ahmed, c'est une femmelette. Donc, maintenant, est-ce que tu as eu à affronter ce système-là? Ou bien, naturellement, la voie a été pavée pour toi? Parce que toi, tu as eu une facilité à être audacieuse. Oui, Mais est-ce que honnêtement. tu as rencontré, Comme je disais, c'est vraiment à l'université que j'ai là-bas seulement? rencontré un blocage. Sinon, partout ailleurs, c'est vrai que les gens avaient des A priori. préjugés, ou bien ils ont même essayé de mettre les bâtons dans les roues et tout. Mais c'est des choses dont je n'étais pas au courant. Et voilà. Et comme quand tu ne Tu sais sais, pas, moi, c'est ça qui m'a sauvée dans beaucoup de situations. Ouais. Je ne suis pas au courant. Je ne sais pas. Donc, vous faites là, moi, j'avance seulement. bien sûr, parce que on ne sait pas contre ce qu'on ne sait pas. Voilà. Du coup, je ne sais pas. Vous faites, moi, j'avance. Mhm. Et même quand je me rends compte, je suis déjà loin. Bien sûr. Donc, du Ah coup, ouais. j'ai pas vraiment rencontré ça. Comment dirais-je? Au contraire, on m'a beaucoup encouragée. On Ouais. m'a beaucoup encouragée de voir une jeune fille qui s'affirme et tout. Tu vois, même à JLJL, Ouais, je me rappelle très les bien. DG du cabinet du Nord d'Afrique, Mhm. ils étaient très contents. Je Mhm. pense un jour, on s'était même retrouvé avec Issa Garba. Non, pas Issa. Oui, Non, pas Issa, Issa. non? Amadou ou Ibrahim. Ibrahim. Voilà. Ibrahim. Issa là. C'est là où donc, Ibrahim, qui disait que, voilà, on n'a pas demandé à Mariam d'être là, c'est parce que Elle est venue elle est venue elle-même Je me d'être rappelle là très sur bien. la table et Je tout. me rappelle très bien. Donc, du coup, honnêtement, il faut vraiment oser. Oser tant que vous ne poussez pas les portes vont toujours rester fermées. Bien sûr. Bien sûr. Et ça, c'est une chose que j'aime bien parce que je pense toute ma vie, c'est comme ça. Même dans mon coaching, dans ce que je fais. Moi, dans mes événements, il y a 70% de femmes.
Mhm. 70% de femmes. Il y a plus de femmes qui viennent. Et bon, ça, je pense que c'est dû au fait que les femmes prennent plus au sérieux les questions de santé mentale que les hommes. Nous, les hommes, bon, ça va. Mon gars, ça va, non? Ça Et va. c'est tout. Voilà, ça va. Et pourtant, vous déprimez plus que les femmes même. Bien sûr, bien sûr. Bon, après, c'est aussi une construction mentale. C'est Mais ça. en même temps, souvent, c'est que, je pense que ça, peut-être on pourra en parler dans un autre épisode, c'est que les hommes n'ont pas le temps d'aller mal. Ça, en tout cas, de mon expérience et des gens que j'ai autour de moi, mes amis, mes proches, ils n'ont pas le temps d'aller mal. Parce que quand ils s'arrêtent pour pleurer, Ouais. il y a tout un système qui peut s'écrouler parce qu'on compte sur eux généralement. Je pense que notre société, on n'a pas atteint le niveau où ils peuvent se reposer. Tu vois? Parce que Mariam est super géniale, mais Mariam fait partie d'une minorité des femmes. Tu vois? C'est-à-dire, il y a plus d'hommes, actuellement encore, en tout cas, j'espère que ça va changer un jour, mais actuellement, il y a plus d'hommes qui tiennent des responsabilités Exactement. que de femmes. Donc, eux, là, ils n'ont pas le temps Tout à fait. de tomber ou de se sentir mal. Et je pense que c'est très important que, par exemple, dans tes programmes, il y ait plus de femmes parce que le besoin de développement personnel, d'affirmation de soi, tout ça là, Oui. il est plus important chez les femmes parce Oui. que malheureusement, la société a créé un cocon où on les a mis qui chauffe. J'aime bien ça. Même au-delà de ça, une fois, on en parlait en marche pas quoi, j'ai dit, un homme, tu peux ne pas trop t'inquiéter pour un homme. Je dis parce que tôt ou tard, la vie va le gifler, il va se réveiller. Parce que le fait qu'il soit un homme, un jour il va se lever, il va dire je veux femme. Et on sait que c'est pas gratuit. Ouais. Donc ce qui est sûr, un jour, il va se réveiller et la vie va le gifler. Il faudra qu'il se décarcasse. Mais notre contexte actuel, on n'en est pas encore là et j'espère qu'on va y arriver un jour. Cette même pression n'est pas sur la femme. Généralement, elle peut s'asseoir pénale et attendre, à moins qu'elle ne soit dans un contexte où elle a grandi avec une grande sœur ceinture noire, maître, je te salue. Et tout ça, c'est pas disant qu'elle ait cet esprit d'audace. Donc, ce qui fait que chez elle, souvent, il faut plus qu'on développe ça par la formation et le coaching que chez les hommes, parce que eux, naturellement, à un certain âge, par exemple, une fois on disait avec Abdraman Diallo, à l'époque, les hommes, dès qu'on voit que tu es un peu fouillaille, on te marie. Parce que si on sait qu'on te marie, si tu es marié, dès que tu as un peu de bon sens, voilà. Il m'a raconté une histoire d'un de ses cousins-là, qui était un peu comme ça aussi. Et un jour, son père l'a marié. Parce que le monsieur, avant chaque fois, il se réveille à 10h, 11h, tout ce qui va avec. Et un jour, son papa l'a marié avec sa cousine. Tu vois, comme ça se passe dans notre culture souvent. Et un jour, le papa, il revient de la mosquée à 7h. Ils ont prié Fajr. Il est resté un peu à la mosquée. À 7h, il revient. Il va son fils revenir. Il dit, quand tu viens d'où? Il dit, j'étais allé gérer un truc là, très tôt le matin. Tu peux te réveiller tôt le matin? Tu vois, donc le fait que lui, on l'a mis dedans, fait que forcément, un jour, on va un peu le piquer, comme on dit. Donc c'est un peu normal ce que tu dis. Il y a plus ce besoin chez les femmes que chez les hommes. Et c'est un truc que je suis souvent très très content d'encourager et de soutenir. Et après, quand je vois ce que ça donne comme résultat, c'est juste, waouh, avec les gens comme les Mariamou. Bon, c'est la plus récente d'entre celles qui me vient rapidement en tête. Sinon, depuis 5 ans, j'ai vu plus de changements chez les femmes que chez les hommes. Et si ça continue comme ça, il y aura un grand truc. Parce que je pense que le noyau d'une société, c'est la famille. Ouais. Sauf que la structure familiale actuelle de notre société, elle est plus faite pour nous maintenir dans notre état actuel que de nous faire évoluer. Voilà. Donc, si les femmes se développent, forcément, ce noyau familial va changer. Et s'il change, donc si la famille change, toute la société va changer. Je sais pas trop si tu as un truc à ajouter par rapport à ça. Non, je suis complètement d'accord. Parce que moi, je l'ai vécu. Si j'avais pas eu d'inspiration féminine autour de moi, je pense pas que je serais la Mariam que je suis aujourd'hui. Donc, ça a forgé mon caractère. Je peux que être d'accord. Ouais, super. Ok, ça fait déjà 1h10, hein. Ça va très vite. Je pense qu'on va clôturer. Ouais. Peut-être tu reviendras pour d'autres épisodes. Avec plaisir. Avec plaisir. Bien sûr, c'est toujours un honneur d'avoir notre championne nationale ici. Maintenant, je clôture chaque épisode avec le Big Three. Le Big Three, bon, c'est une appellation qui vient des mangas. J'ai instauré ça après un épisode avec un ami otaku. Donc, otaku, c'est fan de manga, pour faire simple, pour que tu comprennes. D'accord. Et dans les mangas, il y a le Big Three qui est One Piece, Naruto et Bleach, qui ont succédé à Dragon Ball. Donc, on les appelle The Big Three, le grand 3 qui a donné un espoir au monde des mangas. Donc, j'emprunte ça pour poser 3 questions pour finir aux gens avec qui je discute. Donc, la première question que j'aimerais te poser, c'est
Quelle est la chose la plus importante à savoir sur Mariam Abdou-Gado? Chose la plus importante qu'il faut savoir Oui. sur moi. Mais est-ce que si les gens savent ce qui est important sur toi, si c'est bien? Tu vois la philosophie quoi. Non. Donc, ok. La plus importante à savoir sur toi que tu peux partager aux gens. Donc, tu peux réserver un truc pour Tu toi. as complété. Voilà. Non, je pense que la chose la plus importante, c'est que je suis quelqu'un qui est très accroché à mes valeurs. Qui sont? Valeurs personnelles, religieuses, tout. Ça, c'est quelque chose que tout celui qui me connaît sait, et même celui qui ne me connaît pas est censé savoir, parce que c'est ce qui prime pour moi. Ok. La moralité et l'aspect religieux. D'accord. Super. Deuxième question, c'est une question qui vient là tout de suite, donc je vais improviser. Quel est le plus vieux souvenir que tu as de toi qui t'indique que tu serais là où tu es aujourd'hui? Je ne sais pas si la question est assez claire. Oui, oui, oui. Ok. Le plus vieux souvenir que j'ai de moi, en fait, je Oui. ne m'en rappelle pas personnellement. On t'a raconté. On me l'a raconté. Ok. C'est que on était en voiture, on allait quelque part en famille avec mes parents et mes sœurs. À l'époque, on vivait au Burkina. D'ailleurs, je suis née là-bas. Ah. Et à l'époque, AES. oui, à l'époque, on m'appelait Madame Jacques Chirac. Parce que je m'exprimais très bien en français. Jusqu'à maintenant. Quand je suis arrivée, peut-être maintenant moi-même, je sais pas, quand je suis arrivée même à Niamey, je ne parlais que ça. Chez Psyzo. Donc, pourquoi on m'appelait Madame Jacques Chirac? Parce que je corrigeais les erreurs d'orthographe des gens. Je ne me soucie pas de savoir, tu es ma maman, tu es mon papa, tu as 50 ans. Tu fais une erreur d'orthographe, de grammaire, moi je te corrige. Donc, je corrigeais les erreurs de grammaire des gens. Et je pense que ma maman avait formulé une phrase, je crois qu'elle s'était trompée, je sais pas, sur la disposition ou sur les articles. À la fin, lapsus ou bien. Voilà. Et là, je dis non, c'est plutôt ça, au lieu de ça. Donc là, on m'a appelé Madame Jacques Chirac. Et c'est ça, je pense, dès mon plus jeune âge, cette audace-là que j'avais de M'attaquer vouloir, aux failles, corriger les choses. corriger les choses, qui fait vraiment que je pense que c'est le souvenir dont je le raconte souvent, je dis, en fait, c'est parti dès la base. Dès la base, je n'avais pas cette crainte-là d'affronter les choses, d'essayer de changer, etc. Et de ramener les gens à l'ordre. Donc, voilà. Ok. Ah, c'est super. Ok. Dernière question. Qu'est-ce que tu dirais si tu te rencontres à 10 ans, disons. Ah, dans 10 ans. Non, pas dans 10 ans. Si tu te revois à quand 10 ans. j'avais 10 ans. Oui. Quand Qu'est-ce que tu te dirais? Qu'est-ce que je pourrais bien me dire? Ou disons, tu te surprends en train de corriger quelqu'un. J'avais même pas 10 ans à l'époque. Ok. J'avais quoi, 5 ou 6 ans, quelque chose comme ça. Oui, bon, je me dis qu'à 10 ans, au moins, tu peux comprendre si on te parle de certaines choses. À peine 5 ans à l'époque. Je pense que si je dois me voir quand j'avais 10 ans, je dirais ne te mets pas de pression. Ne te mets pas de pression, avance à ton rythme. Tu pourras faire tout ce que tu veux. C'est-à-dire, tant que tu as la compréhension et la conviction de ce que tu veux apporter. Je dirais à la petite fille de 10 ans que j'étais, de s'accrocher à ses convictions, s'accrocher à ses valeurs, à aller à son rythme. Et elle pourra faire tout ce qu'elle veut. Elle pourra réaliser tout ce qu'elle veut réaliser. Est-ce que tu te dirais ça parce que tu as l'impression que tu t'es mis une pression? Pas parce que je me suis mise une pression, mais quand tu grandis dans ce monde dans lequel nous grandissons, et surtout moi qui ai grandi dans un contexte où voilà, tu as vu les gens réussir et tout. Donc là, exactement. tu n'as pas le droit de faire la honte. Je le disais une fois même, j'ai dit, je ne peux pas échouer là où mes sœurs ont réussi. Je ne peux pas échouer là où ma mère a réussi et tout. Donc, il y a cette pression-là qui est sur toi. Donc,
Est-ce que Et elle est malheureusement, toujours là ou bien on est libéré maintenant? et heureusement, en fait, quand tu as cette pression et que tu commences à faire des choses, tu réalises que, en réalité, tu n'as pas besoin de te mettre de pression. Si tu vas à ton rythme et que tu fais les choses telles que tu dois les faire, tu apprends, tu avances, tu vas y arriver. En fait, la réussite, elle est au bout de l'effort. C'est en te mettant même la pression que tu ne vas rien faire. Parce que tu vas toujours te dire, je suis en retard. Je n'ai pas réalisé telle chose. Mais quand tu vas à ton rythme et que tu fais les choses, les causes, comme on dit, tu laisses le reste, les choses vont bien se passer. Dans ta réponse, j'ai envie de poser une autre question parce que tu as dit le monde dans lequel nous grandissons. Comment tu vois le monde dans les années à venir? Je vois un monde où il y aura beaucoup de bouleversements. Hier même, j'en discutais avec maman, je disais, je vois beaucoup de bouleversements, je m'inquiète pour l'éducation de nos enfants, ça change, c'est bien que ça change. Il y a du positif, mais je vois beaucoup de négatifs aussi. Il y a des risques. Beaucoup de risques. Tant qu'on n'encadre pas certaines choses là où nous sommes en train d'aller là. C'est pour ça que j'ai dit s'accrocher vraiment à ces valeurs. S'accrocher, n'oublions pas qui nous sommes. D'où on vient. Qui nous sommes. Peu importe ce que l'extérieur va nous apprendre, revenons à ce que nous sommes. Oui. Je pense qu'on fera un autre épisode sur l'avenir du monde. Parce que avant-hier, il y a un ami qui disait qu'on n'est pas prêt pour ce siècle. Mais je te jure, pourquoi il se base pour dire ça? C'est quand il a vu que désormais en Chine, dès 6 ans, chaque enfant va apprendre l'IA. Dès 6 ans. En tout cas, il y a un problème, il y a un gros problème d'éthique qui se pose. Un gros problème. Donc, Abdou Gado Mariama, c'était un grand plaisir de partagé discuter avec la star et notre championne nationale. Pour ceux qui ne savent pas, je dis ça parce que à la première édition de GNGL, on était 200 jeunes. C'est ça, non? 200 jeunes. Il fallait choisir quelqu'un qui va prêter serment devant la première dame. Nous n'avons pas prêté serment, nous avons pris des engagements. Ben, c'est pareil. Parce que moi, je te voyais. C'était la première dame ou pas? C'était la première dame. C'était la première dame. Voilà. Je te voyais prendre la main. Allez, nous, jeunes du Niger, nous nous engageons à. Donc, avec la main qui est levée comme ça, c'est un serment. Tu as été médecin avant d'être médecin, je pense. N'est-ce pas? Donc, on était 200 jeunes et il fallait choisir quelqu'un parmi ces 200. On a pris Mariam premier, on m'a mis derrière elle. C'est vrai, je me rappelle. J'étais derrière toi. Et donc, depuis ce jour-là, je la prends comme une grande sœur. Je suis ta grande sœur. Dans ta quête spirituelle, là. Dans les faits. Dans ta quête spirituelle que tu as faite là. Dans ta quête spirituelle que tu as faite là, il faut mettre la modestie dedans. Mais bon, après, vu comment je suis aussi, donc c'est un peu normal. Tu sais, tout le monde n'est pas chanceux d'être une grande sœur. Il n'y a pas de problème. Ça. En tout cas, merci beaucoup. J'espère qu'on se reverra pour d'autres épisodes. Et pour ceux qui ont des questions, vu que tu n'as plus Facebook, ne t'inquiète, ce sera sur YouTube. Donc voilà, je verrai les commentaires. Elle pourra vous y répondre directement. Ou pour ceux qui ont des questions sur WhatsApp, je lui enverrai. Son numéro est précieux, donc on peut le partager à tout le monde. Du coup, passez par moi pour avoir sa réponse. Merci beaucoup et peace.